Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va super bien en cette belle journée et surtout en ce nouveau top 10 des BD qui m'ont le plus plu dans un certain thème. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, eh bien, c'est tout simplement le top 10 des BD de fantasy et j'y ai ajouté et mixé, on va dire, l'heroic fantasy, tout simplement parce que pour moi, en fait, les deux genres vont ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'heroic fantasy sans fantasy, tout simplement. Et donc pour moi, c'est juste un sous-genre. Donc on va garder le grand genre de la fantasy et effectivement, vous allez trouver parfois de l'heroic fantasy et même pour certains du fantastique parce qu'il y a certaines personnes qui qualifient le fantastique ou le fantasy d'une manière différente. Et pour l'occasion, je redéfinis donc bien ce que j'entends, en tout cas ce que je vois dans le fantasy. Donc le fantasy, à la différence du fantastique, c'est que c'est un monde qui est complètement créé, imaginaire, parfois inspiré de la Terre, de notre monde, mais qui s'en éloigne quand même suffisamment pour ne pas être du fantastique. Et avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, je vous demanderai de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ceux qui ne le sont pas encore, de bien sûr laisser un j'aime si vous appréciez la vidéo, et puis bien sûr pour les commentaires, cette fois ça va être assez facile, laissez-moi votre top 10, n'hésitez pas à me dire les BD qu'il faut absolument que je lise, qui sont pas dans mon top 10 tout simplement, ou que je n'aurais pas forcément lu, et puis bien sûr laissez-moi savoir si vous avez découvert des BD avec ce top 10, même si la plupart du temps je pense que toutes les BD que j'ai choisies dans mon top 10 sont des BD que vous connaissez tous. Petite mention avant de débuter, comme d'habitude j'ai fait mes recherches pour réviser, revoir un petit peu les BD que j'avais appréciés, retrouver un petit peu mes BD d'enfance aussi, bien entendu que je voulais relire avant de vous présenter pour bien savoir est-ce que finalement oui c'est pas juste un souvenir d'enfance et c'est des BD que je redécouvre et que je réapprécie de nouveau. Et durant ces recherches, il y a 4 BD où je me suis dit celles-là je les connais pas assez pour les rentrer dans mon top. Et il y en a 2 d'ailleurs que je connaissais pas du tout. Donc je veux les mentionner quand même parce que je sais qu'elles font partie des grands classiques de la fantasy, mais je ne les ai pas lues. Ou alors il y a très longtemps et j'ai pas eu réussi à les revoir, donc elles ne seront pas dans mon top. Donc pour cette occasion, il y en a 2 que je n'ai jamais lus, c'est Volodrim et Gorn. J'ai entendu beaucoup de bien dessus, donc vous me direz si vous le connaissez en tout cas. Et puis il y en a 2 que j'ai commencé ou lu en partie il y a longtemps et donc que je n'ai pas retrouvé en bibliothèque, je voulais relire avant le top 10 et j'ai pas eu le temps de le faire, donc elles ne seront pas dans le top. C'est d'une part Les Naufragés d'Ithaque, j'en ai entendu beaucoup de bien, j'en avais lu je crois 3-4 tomes, c'était vraiment sympa, une bonne aventure. Et puis la deuxième que j'avais lue il y a longtemps mais je n'ai pas réussi à retrouver, c'est La Complainte des Landes Perdues. Alors moi j'avais lu uniquement les 4 premiers tomes, les Siobhan, et j'avais beaucoup apprécié, mais comme je n'ai pas réussi à les retrouver, à les relire, ou du moins à m'en réinspirer dernièrement, ça fait au moins quasiment 20 ans que je les ai pas lus, je veux pas les rentrer dedans parce que j'en ai pas un souvenir assez fort, donc je pense que je vais me les relire dans des prochaines semaines ou mois, et puis si ça me plaît vraiment, je referai une petite chronique dessus, comme ça je les passerai pas non plus complètement à l'oubliette, quoi. Donc voilà un petit peu pour débuter, si vous voyez pas ces 4 séries, c'est pour cette raison tout simplement. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que malheureusement je n'ai pas pu tout trouver en bibliothèque, donc je ne les aurai pas forcément en main, mais c'est toutes des BD que j'ai lues et ou relues parfois il y a peu de temps. Mais j'essaierai dans tous les cas de vous mettre des images comme je faisais d'habitude, afin que vous puissiez voir tout simplement les dessins, le style un peu graphique, quoi. Et donc on va commencer tout de suite avec cette 10e position et j'ai choisi de mettre Mjolnir. Donc moi c'est une intégrale que j'ai, mais normalement c'est en 3 tomes. C'est scénarisé par Olivier Perru et dessiné par Jean-Denis Gou. C'est une saga, donc comme je disais, en 3 tomes, normalement de taille classique franco-belge. Et là, moi j'ai une intégrale qui est un petit peu plus petite en hauteur, mais qui est sympa, un peu plus format livre de poche, roman graphique presque. On est aux éditions Soleil, et puis l'histoire, moi j'en ai déjà parlé dans une chronique, mais je vais vous refaire un petit résumé rapidement. En fait, l'histoire, on est donc dans les histoires nordiques, tout ce qui est la saga de Odin, de Thor, etc. Et en fait, le petit différentiel avec la réalité, c'est que là, on est dans un monde où il y a encore les elfes, les nains, les hommes, etc. Et la différence avec la mythologie nordique, c'est que Thor va se réincarner en un nain, et donc il va avoir le marteau de Thor, Mjolnir,
et il va pouvoir combattre pour, on va dire, sauver sa race, puisque la race des nains est un petit peu écrasée par la race des humains. Et donc il va y avoir toute une histoire autour de Mjolnir, donc de ce jeune homme qui va être, on va dire, Thor, hein, et toutes les histoires avec son frère Loki, la sauvegarde de l'humanité et des nains et des elfes contre les dieux. Enfin, il y a plein d'histoires contre les géants, bien sûr, aussi, parce que c'est un peu ça l'histoire surtout. Mais c'est une histoire qui est assez complexe, qui est assez complète et qui est très intéressante. C'est vraiment très sympa. Je vous laisse aller voir ma chronique où j'en parle vraiment un peu plus en profondeur. Mais c'est une BD que j'ai beaucoup appréciée, et puis surtout j'ai bien aimé ce twist avec le changement, la différence, la bataille entre les nains, les hommes, les mages. C'est assez intelligent de prendre ce recul sur les humains qui écrasent les nains, et donc en fait c'est un peu leur révolution à eux, mais ils peuvent pas faire grand chose parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux, et puis ouais, non, ils peuvent pas faire grand chose, quoi. Et puis au niveau des dessins, c'est un dessin qui est très joli, qui est vraiment très très fin. C'est très joli comme dessin. Les scènes de guerre sont plutôt bonnes aussi. Il y a vraiment des belles actions. On comprend bien tout de suite comment ça fonctionne, etc. Il y a des belles expressions sur les visages. Le seul petit défaut que je trouvais, mais c'est pas vraiment un défaut parce que en fait ça fonctionne bien avec l'histoire, c'est le côté un petit peu trop sombre de toutes les pages. Tout le temps un petit peu dans le sombre, ouais. Les couleurs, la colorisation est très sombre, très dark, très noire, mais en fait ça fonctionne très bien avec l'histoire, parce que l'histoire elle est pas du tout fun, hein. Elle est vraiment plutôt dure, et donc ça fonctionne bien avec l'histoire. Au début j'étais un petit peu en me dire ouais c'est un petit peu trop, too much, et en fait non, ça fonctionne bien avec cette histoire. Donc si vous trouvez que c'est un petit peu noir au début, c'est normal, c'est pour fonctionner avec l'histoire, c'est pour qu'il y ait un ensemble, une ambiance complète, et du coup ça fonctionne bien, donc bravo à la colorisation puis à l'ensemble de l'œuvre. C'est une très belle œuvre. Pour la 9e place, eh bien, c'est une BD que j'ai pas réussi à retrouver à la bibliothèque, donc je vais pas pouvoir la présenter aujourd'hui. J'ai réussi à la retrouver en brocante et en occasion, mais c'était juste un ou deux tomes par-ci par-là, donc ça m'intéressait pas forcément de les acquérir juste pour vous les présenter dans la vidéo. Donc cette série, c'est Aria, c'est une vieille série qui est sortie en 1982 et qui encore continue jusqu'à, il me semble, le dernier tome est sorti en 2021, et ça a été créé par Michel Welland. C'est donc une série de BD franco-belge, et pour le coup c'est belge, et c'est au format classique, vraiment une BD franco-belge très très classique. Et il y a actuellement 40 tomes de sortie, donc c'est énorme. Pour le coup, j'ai pas tout lu. J'ai lu environ une 20-25 tomes, dans les 25 premiers bien sûr. Donc je pourrais pas trop parler de la fin, des 15 derniers, mais les 15-20 premiers m'ont vraiment marqué, avec ce style très particulier de mettre déjà en avant une héroïne, c'est très rare, qui joue de sa beauté et de sa force dans toute son histoire. Et ça, j'avais beaucoup aimé. Bon, c'était peut-être aussi un petit crush, là, un petit côté amoureux de ce personnage d'Aria qui est incroyable. Pour l'histoire, pour le coup, c'est vraiment très simpliste, hein. On va suivre Aria et sa troupe de guerriers mercenaires, parfois que Aria d'ailleurs, dans toute une sorte de grande aventure. On va donc la suivre de village en village, on va dire, et à chaque village, il y a un problème, et puis elle va le régler. Personne ne peut la battre, aucun homme n'est plus fort qu'elle, il y a de la magie, il y a des histoires de complot un petit peu, pas très développées, mais un petit peu, il y a pas mal de bonnes histoires, il y a ouais effectivement de la magie noire, au service de complots, au service contre les complots, avec les complots, enfin il y a plein de choses, ça va dans tous les sens, c'est très intéressant, on sait très bien qu'à la fin c'est Aria qui gagne parce que c'est la meilleure et parce qu'elle est juste super forte, belle, intelligente, et qu'elle sait user de tous ses charmes, et c'est une bonne BD. Alors effectivement, je pense que, un petit peu comme quand j'en avais parlé de la quête de l'oiseau du temps, si je l'avais pas lu il y a si longtemps et qu'elle n'était pas entre guillemets dans mes souvenirs d'enfance et dans mes premières émotions de la BD, on va dire, je sais pas si elle serait dans le top 10, mais en tout cas ça reste une bonne série, une bonne BD, et si vous arrivez à les trouver en brocante, franchement, ça vaut vraiment le coup. Au niveau du dessin, c'est aussi assez classique. Les premiers sont un peu vieux, mais je trouve que pour le coup, ils avaient très bien réussi la couleur. C'était vraiment pimpant, ça envoyait vraiment des belles couleurs, des belles notes. Et puis au niveau des dessins, je trouvais que c'était aussi joli. Les visages étaient plutôt expressifs pour l'époque où je trouvais que souvent il y avait des BD avec des visages qui se ressemblent beaucoup. Là, sur Aria, on avait quand même quelque chose de très solide. Et moi, j'aimais beaucoup ce dessin assez classique, il faut le dire, mais qui fonctionnait bien, qui était assez efficace. Par contre, au niveau des actions, etc., c'est un découpage qui est quand même très classique. Alors sur les dernières BD, peut-être pas, j'ai pas lu comme je le disais, mais sur les premières BD, c'est un découpage très classique, presque un gaufrier, quoi. On est sur quelque chose de très simple. Ça reste une super BD et surtout un super coup de cœur de ma jeunesse, on va dire.
Donc voilà ma 9e place. Et pour la 8e place, c'est pareil, c'est un coup de cœur de jeunesse. Je l'ai pas retrouvé ici et j'allais pas le racheter alors que j'ai tous les tomes en France chez mes parents. C'est tout simplement l'Enfeuse de Troie et l'Enfeuse des Étoiles. Moi j'avais bien aimé les deux. Je sais qu'il y a des gens qui ont préféré uniquement l'Enfeuse de Troie. D'autres qui ont préféré uniquement l'Enfeuse des Étoiles. Moi, j'ai bien aimé les deux, tout simplement. C'est une série donc de BD franco-belge, mais française, qui a été écrite par Christophe Alreston et dessinée par Didier Tarquin, qui est pour le coup très connu pour ses dessins et pour toutes les BD qu'il a fait ensuite dans le monde de Troie, donc avec les Trolls de Troie, l'Enfeuse Odyssée, enfin il y en a plein après qui ont été créés. Et il a vraiment un dessin très typique de la fantasy, je dirais. Ça a été publié initialement chez Soleil entre 1994 et 2000, et c'est une BD qui a effectivement bercé mon enfance avec mon frère notamment, où on suivait beaucoup les aventures de ce cher Lanfeust. Pour l'histoire, pour faire assez simple, on va suivre en fait une sorte de quête initiatique pour le jeune Lanfeust qui vit sur la planète de Troie, et dans cette planète il y a quelque chose qui est assez spécial, c'est que chaque humain a un pouvoir spécifique qui lui est attribué. Ça va de tout au rien, il y en a qui font perdre les cheveux des autres, et ce cher Lanfeust, il est apprenti forgeron, et ça tombe bien parce qu'il a un pouvoir, c'est qu'il peut faire brûler le métal. Sauf qu'un jour, il va prendre une épée dans la main, et cette épée, elle a un pouvoir spécifique, elle a une ivoire spécifique qui lui donne le pouvoir absolu, donc il peut utiliser tous les pouvoirs. Et donc il va y avoir une sorte de quête initiatique sur qui il est vraiment, pourquoi il a eu ce pouvoir, pourquoi lui, et comment il peut aider le monde de Troie et comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. C'est une super BD, très classique dans l'heroic fantasy pour le coup, hein. Surtout si vous en avez lu beaucoup et que vous avez jamais lu l'Enfeust, c'est une BD sympa. Par contre c'est une BD quand même assez jeunesse, il faut pas l'oublier, donc il y a des moments un petit peu cucu aussi, et puis mais c'est que ça reste une vraiment bonne BD avec où j'ai beaucoup de bons souvenirs dessus, mais c'est sûr que quand je l'ai relu, j'ai pris peut-être un petit peu plus de recul avec mon âge, et puis j'ai trouvé qu'il y avait certains trucs qui me plaisaient moins qu'avant. Ça reste une très bonne BD, mais c'est pour ça qu'elle est à la 8e place. En vrai, je savais pas du tout où la placer, j'ai beaucoup hésité à la mettre 4e ou 5e, et puis après je la redescendais parce qu'il y avait d'autres BD en fait qui m'avaient plus plu, qui avaient quelque chose en plus, et au final elle finit 8e. Ça reste une BD où je saurais jamais trop comment la placer parce qu'elle m'a beaucoup touché durant ma jeunesse, mais c'est une BD que j'aime beaucoup, que j'aime relire et que j'apprécie toujours avoir dans la bibliothèque. Au niveau du dessin, eh bien, comme je disais, le dessin de Didier Tarquin, c'est marrant parce que c'est un dessin très spécial, un petit peu cartoonesque, mais quand même assez fin, moi je trouve, personnellement. Et surtout, je trouve que j'en ai tellement lu du Didier Tarquin quand j'étais gamin, que j'avais l'impression que l'heroic fantasy ou la fantasy, c'est vraiment ce dessin typique de Tarquin, tout simplement, avec ce style graphique un peu cartoonesque et en même temps très fantastique. On s'envole, on voyage très très rapidement avec le dessin, je trouve, de Tarquin. Il est très solide là-dessus parce que vraiment tout de suite il nous emmène dans son imaginaire, et ça je trouve que c'est sublime, et chapeau pour ça, parce que franchement maintenant quand je lis des BD et notamment de la fantasy, à chaque fois je l'imagine un petit peu dans le style Tarquin et je me dis ah c'est joli, c'est sympa et tout, ah ça a peut-être été inspiré par ça, etc. Donc un dessin qui est particulier mais que j'apprécie énormément, et qui continue à faire de super merveilles avec des nouvelles séries dernièrement. Donc voilà pour l'Enfeust. Pour la 7e place, c'est une BD que j'avais d'ailleurs découvert grâce à un autre youtubeur que vous devez d'ailleurs tous connaître parce que c'est un des plus gros dans la BD. C'est ce cher Contrevent Pop Culture, et qui avait présenté Servitude, une BD de fantasy qui est vraiment super appréciée et que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Une BD donc franco-belge, style classique, hein, une 50aine de pages par tome, il y a 6 tomes différents, et c'est fait par Bourgie et David, et c'est aussi présenté par Soleil. Pour Servitude, on est sur un monde créé de zéro, bien sûr, de nulle part, où il existait des puissances. Ces puissances habitaient les premières cette terre, et en fait, lorsqu'il y a les humains qui se sont développés sur la Terre, ils étaient vraiment curieux de rencontrer ces petits humains. Donc les puissances se sont métamorphosées en différentes races, on va dire, donc des dragons, des géants, des sirènes, des anges, des fées, enfin plein de races différentes, pour s'approcher des humains, les comprendre, etc. Sauf que c'est devenu un petit peu des dieux et des déesses pour les humains, et donc les humains ont créé des clans un petit peu, donc le clan du dragon, le clan des géants, le clan des anges, des fées, machin, enfin bref, voilà, vous avez compris l'idée. Ils ont créé des clans, et au bout d'un moment, toutes ces puissances ont disparu, sont soit parties, sont soit disparues, morts, ou etc., etc. Jusqu'à un jour où les dragons sont de retour, et donc il va être question de savoir est-ce que c'est l'âge d'or pour l'humanité, en fait de nouveau
la liberté pour l'humanité et enfin un peuple uni qui peut s'entraider entre les différentes peuples, etc. et croyances? Ou est-ce que, à l'inverse, ça va devenir l'âge de la servitude aux dragons, donc qui sont des puissances suprêmes? C'est une BD qui est, pour le coup, j'ai trouvé au début, la première fois, très compliquée à lire parce que il y a beaucoup d'informations. C'est un monde qui est très complet, qui est pas facile à lire, je trouve, au début. Mais une fois qu'on l'a bien compris et une fois qu'on avance bien dans les différents tomes, c'est super intéressant et c'est génial, c'est rempli de petites mythologies internes à l'histoire. Et pour le coup, ça, je trouve que c'est superbe, quoi. En plus, souvent, au début de la BD, ils nous mettent des histoires ou des contes ou des chants, et puis la carte du monde, où est-ce qu'on se situe. Et ça nous permet en fait encore mieux de se situer dans le monde, où est-ce que sont tel et tel peuple, où est-ce qu'on va aller, à quel endroit sont justement le peuple du dragon ou le peuple du géant. Et ça, je trouve que c'est vraiment très réussi, quoi. Et ça amène beaucoup de contexte à une BD qui a énormément de mythologie interne. Et puis pour le dessin, bah, c'est un très joli dessin qui est vraiment très très sympa, très fin et très particulier parce qu'en fait il est en sépia. Toutes les pages, tout le dessin et toute la colorisation sont faites en sépia. Et ouais, le dessin est très fin, très joli. Les personnages ont tous une bonne gueule bien différente, bien dessinée. Les combats sont sympas, le découpage est plutôt bon. Un petit peu trop rectiligne, je trouve, à mon goût, surtout avec les, entre guillemets, les nouvelles normes pour rendre un peu plus fluide le dessin. Là, c'est vrai que c'est pas extrêmement fluide, mais c'est très joli, c'est très joliment fait. Les personnages ont vraiment des beaux traits, ouais, des beaux visages. C'est vraiment sympa à lire. Et puis ce côté sépia nous emmène vraiment dans ce côté un peu mythique, historique de l'histoire. Enfin, c'est vraiment très très bon. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'avais un petit peu peur que les scènes de sombre et les scènes de lumière, du coup, se ressemblent un petit peu trop avec ce côté sépia. Mais au final, non, pas tant que ça. Quand on regarde, très bon exemple sur cette page-là. Ici, donc on est dans le soleil et on voit bien que c'est un petit peu plus lumineux, etc. Et ici, la scène dans la nuit, dans le noir, très jolie, très sombre, qui nous emmène tout de suite dans ce danger, on va dire, de l'image, de l'histoire, etc. Et ça, je trouve que c'est très bien réussi. Donc, ouais, Servitude, j'ai beaucoup aimé. Un peu compliqué à lire, n'abandonnez pas si vous trouvez ça trop compliqué les premiers tomes, continuez parce que c'est vraiment super sympa et vous allez forcément apprécier d'avoir lu les 6 tomes, pardon. Donc voilà pour Servitude, ouais, une super bonne BD que j'ai personnellement beaucoup appréciée. Et puis le top 6, bon, vous le connaissez tous, j'ai fait une review la semaine dernière, donc je vais pas passer beaucoup de temps aujourd'hui dessus. C'est La quête de l'oiseau du temps de Le Tendre et Loisel, le grand classique que j'ai découvert moi il y a très peu de temps. Donc une histoire assez simple avec une quête pour sauver la terre dans laquelle ils vivent, avec les personnages principaux de Brajon, de Pélis et de l'inconnu. Et puis tout simplement un rebondissement très intéressant au niveau du tome 3 et du tome 4. Le tome 1 et 2, moi j'avais pas trop apprécié, j'ai trouvé ça trop linéaire, trop classique on va dire, mais dans un ensemble de 4 tomes, c'est vraiment très sympa. Il y a aussi bien sûr maintenant une suite qui s'appelle Avant la quête, donc qui est un préquel, que je n'ai pas lu, donc je peux pas vous en parler, mais qui est apparemment très bon, et même parfois certaines personnes disent que c'est même meilleur, puisque justement il y a le recul avec les années, et il y a du coup derrière un petit peu plus d'expérience de la part des deux personnes, et apparemment c'est très très bien, je l'ai pas lu. Pour le dessin, c'est le dessin de Loisel, c'est classique, j'en ai déjà parlé, j'en parlerai pas beaucoup plus, mais moi je suis pas un grand fan du dessin de Loisel. Je trouve en plus que souvent sa colorisation est pas très jolie, c'est pas très fin comme dessin, il n'y a pas d'énormes détails sur le dessin on va dire, mais il s'améliore de tome en tome et quand on arrive effectivement dans les derniers tomes, on ressent plus ce côté précision du dessin, etc. Après c'est un style particulier que moi personnellement je suis pas très fan, mais je trouve pas ça non plus rebutant, mais je sais qu'il y a des gens qui sont très très fans de ce style de dessin, donc je peux pas dire que c'est très mauvais ou quoi, c'est juste que c'est pas mon style de dessin tout simplement. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, allez juste à la vidéo de la semaine dernière, j'en parle sur une vingtaine de minutes, un petit peu plus des points que j'ai bien aimés, des points que j'ai moins aimés, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir et puis à me dire ce que vous en pensez aussi. Et en 5e position, j'ai choisi, bon un petit peu exprès, mais
parce que j'ai aussi adoré les 5 terres, avec notamment là dans ma main le coffret des BD du premier cycle, le cycle d'Angélion. Donc c'est un coffret énorme. Pour le coup, je vous conseille pas forcément le coffret. Je pensais que c'était une intégrale, c'était marqué intégrale, mais au Québec, apparemment, intégrale veut dire coffret. Donc je me suis fait avoir. C'est pas grave, c'est quand même une jolie pièce. Franchement, c'est bien fait, hein, c'est très bien fait, c'est très joli. C'est juste que je trouve que pour les coffrets, c'est toujours un peu chiant de sortir les BD, de devoir les regarder, etc. Ouais, c'est pas terrible, je trouve, au niveau des trucs. Par contre, sur la bibliothèque, ça rend super bien d'avoir un gros coffret comme ça avec tous les tomes. C'est très bien réussi. Pour le coup, les 5 terres, donc c'est une série qui est en cours, qui n'est pas terminée. C'est donc 5 terres avec 5 peuples différents. Il y aura 5 cycles. Il y a 2 cycles qui sont terminés. Donc le cycle d'Angélion, comme j'ai ici, avec les félins, on va dire. Et puis le deuxième cycle que j'ai lu il y a très peu de temps, qui s'intéresse au royaume des primates. Et le royaume s'appelle le royaume de Lys. Il y aura donc normalement 5 fois, donc 5 cycles de 6 BD, donc 30 tomes en tout. C'est une grosse BD, c'est une grosse série, mais ça va très vite, hein, puisque ça a été créé en 2019 par l'équipe de scénaristes qui s'appelle Llewellyn et par le dessinateur Le Reculé. Pour ceux qui ça intéresse, le groupe Llewellyn, c'est 3 personnes qui s'appellent David Chauvel, Andoris et Patrick Wong. Donc voilà, ils travaillent tous les 3 ensemble dans le scénario et c'est super parce qu'en fait ça permet d'accélérer aussi beaucoup le processus de création et franchement pour le moment ils ont une vitesse de croisade incroyable, de croisière d'ailleurs on dirait plutôt, incroyable lors de la création. C'est quasiment 2 tomes par an qui sortent, même parfois un petit peu plus, et c'est une super bonne qualité parce que ça faisait un petit peu peur de se dire on va avoir 2-3 tomes par an. Comment vous faites les gars pour déjà d'une part reculer, comment tu arrives à dessiner des BD aussi bonnes aussi rapidement, et puis comment vous arrivez à pondre un scénario aussi doué et aussi bon et aussi intelligent si rapidement. En tout cas ils y arrivent, donc chapeau bas. Et puis c'est tout, ouais, c'est super, bravo à eux. Et j'espère qu'ils vont continuer à garder cette rigueur et ce génie, en tout cas, sur les 5 différentes terres. J'ai vraiment hâte de voir les prochaines. C'est des terres qui m'intéressent beaucoup, notamment celle des reptiles. Je trouve qu'elle peut être super intéressante là, mais on verra bien ce que ça donne. Pour l'histoire, on est donc sur 5 continents, on pourrait dire, avec des personnages qui sont tous anthropomorphiques, et donc les 5 régions sont dirigées par une peuplade d'espèces. Donc la terre d'Angélion qui est notamment avec les félins, donc ça peut être les lions, les tigres, les guépards, etc. Il va y avoir le royaume de Lys avec les singes, et puis les 3 autres, les reptiles, les ursidés, on va dire, et puis les cervidés. Donc on a hâte de voir les trois prochaines, et pour le moment on a eu donc les singes et les félins. C'est une histoire de fantasy très tournée autour de complots et de guerre de pouvoir entre les différents personnages. C'est très bien fait, c'est très bien rendu, c'est assez intelligent, et il y a vraiment une qualité qui se suit de tome en tome. Alors pour le coup, moi j'ai adoré ce premier cycle des félins. J'ai un petit peu moins aimé le cycle du Lys, mais j'ai quand même trouvé ça très bon et très intelligent, mais un petit peu moins apprécié. Et ça se lit super vite, parce qu'en fait, un petit peu à la manière de Game of Thrones, on est en continu à aimer des personnages, à les voir mourir, ou à les voir se faire arnaquer, avoir, ou à l'inverse, on aime un personnage, on pense qu'il est gentil, etc. Et en fait, c'est un peu un salopard qui, par derrière, faisait plein de trucs. C'est très intéressant, on sait pas trop à qui s'accrocher, et en même temps, du coup, on aime l'ensemble de l'œuvre, sans s'attacher à une seule personne, à un seul personnage. C'est très intelligent, c'est vraiment malin, c'est bien fait. J'espère juste qu'ils vont pas tuer plein de personnages à qui les gens peuvent s'attacher juste pour tuer les personnages et faire un peu ce style Game of Thrones de on sait pas qui va mourir quand et puis personne n'est le héros. J'aimerais bien quand même qu'il y ait une histoire complète qui se crée autour des 5 cycles et que ce soit pas juste à chaque fois un cycle de full complot par terre. J'espère que ça va quand même un petit peu plus se rassembler entre guillemets entre les différentes terres. Mais ça va être difficile à faire parce qu'en fait, dans chacun des royaumes, on a envie de connaître le royaume, on a envie de mieux le comprendre, etc. Donc on n'a pas envie de reparler que des autres royaumes qu'on a déjà vus pendant 6 tomes. Donc j'espère que la suite va être super, mais pour le moment, c'est vraiment très qualitatif. Et pour les dessins, moi j'adore. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'anthropomorphisme, qui trouvent que c'est pas fun. Moi je trouve ça très sympa, très joli, c'est bien fait. Il y a pas mal il arrive à mettre pas mal de mouvements dans ses dessins et ouais, et surtout c'est joli quoi, c'est bien fait, c'est sympa. Les personnages ont tous des
des visages assez uniques. Ça me faisait un petit peu peur au début avec le côté anthropomorphisme, voilà, pour avoir un petit peu les mêmes personnages, les mêmes visages, les mêmes expressions. Et au final, non, il arrive à faire quelque chose de sympa. Les tigres et les lions sont vraiment différents, même entre tigres, ils sont très différents. Non, c'est réussi, c'est bien fait. Et puis on arrive facilement à reconnaître les personnages. On a quelques très belles doubles pages, notamment celle-ci. Et pour le coup, celle-ci, moi, me fait penser beaucoup à Game of Thrones, hein, avec Port-Royal. C'est vraiment une jolie fresque animalière, franchement, très réussie. Et puis les 6 derniers tomes sont toujours aussi bons au niveau du dessin. C'est non, top. Donc 5e position, les 5 terres. Et on arrive à la 4e position, qui sera pour moi le grand pouvoir du Schninkel. Je ne l'ai pas non plus avec moi, je l'ai en France. Et je ne l'ai pas retrouvé en bibliothèque, il n'était pas disponible au moment où je voulais le prendre pour vous le montrer. C'est créé par les personnes qui ont fait Torgal, donc c'est Jean Van Damme et Rosinski. Et c'était à la base publié par épisode dans une revue, puis tome par tome en 3 tomes, puis en une seule BD, une intégrale avec colorisé. Il y a aussi une intégrale noir et blanc, bien entendu. L'histoire se situe dans le même style de monde, on va dire, que Torgal, dans le sens où vous allez reconnaître plein de bestioles, un petit peu les mêmes qu'on peut reconnaître dans Torgal. Et on va notamment suivre donc un des Schninkel qui se nomme John, enfin J''on, je sais pas comment on dit, mais je vais dire John. Et ce John va rencontrer le créateur du monde, qui va lui donner une quête, une sorte de quête, une mission impossible, complètement impossible, qui est d'arrêter la guerre entre les 3 immortels, qui sont, pour ne pas spoiler, on va dire juste 3 grandes puissances, et qu'il va devoir arrêter et cesser. Donc en fait, je veux pas spoiler parce que c'est très complexe, très intéressant à suivre et à apprendre. C'est vraiment une quête, une longue quête sur... moi, je conseille d'ailleurs de le prendre en intégrale, ça se lit bien, c'est format un petit peu bouquin. C'est beaucoup mieux, je trouve, à lire que juste les 3 tomes différents. Et c'est donc une grande, longue quête qui va s'avancer, qui va mettre en avant ce John, qui est juste un esclave à la base, et qui va devoir s'en sortir. Il n'est pas puissant, il n'a pas de pouvoir, il n'est pas exceptionnel, c'est une petite bête, c'est un petit monstre, donc on pourrait pas dire qu'il est très beau ou très charismatique, etc. Non, non, il n'a pas grand-chose, c'est juste lui, c'est juste John. Et c'est vraiment une belle BD, une belle histoire, une belle quête. Non, j'ai beaucoup apprécié. C'est très philosophique aussi dans toutes les démarches qu'il fait, dans tout l'avancement qu'il fait de sa quête et chacune des étapes. C'est très intéressant, c'est très intelligemment fait en fait, je trouve. Et bon, c'est pas très étonnant quand on se dit que c'est les 2 créateurs de Torgal qui font ça, quoi. Et pour le coup, il faut se souvenir que c'est sorti en 1986, donc c'est quelque chose de vieux. Et pourtant, ça pose quand même pas mal les bases de beaucoup de choses au niveau de la fantasy. Et puis pour le dessin, bon c'est le dessin de Rosinski. Beaucoup de gens trouvent que c'est un des plus grands dessinateurs de bande dessinée. Je pense par contre personnellement qu'on aime ou qu'on n'aime pas le dessin de Rosinski. C'est un dessin qui est quand même très particulier avec beaucoup de traits super fins, un petit peu presque comme parfois des esquisses. Moi j'aime beaucoup personnellement, c'est un dessin que j'adore, notamment sur Torgal, avec sa mise en lumière qu'il fait et qu'il réussit merveilleusement bien. Mais je sais que parfois certaines personnes trouvent que c'est un dessin qui est un peu trop particulier pour eux. Donc voilà, vous verrez les images là que je vous montre. Mais c'est vraiment personnellement, moi j'ai adoré cette BD, cette petite intégrale. Et je suis un grand fan de Torgal, donc c'est sûr que le dessin, moi, j'apprécie aussi beaucoup. Donc, le grand pouvoir du Schninkel, moi, je pense que c'est une BD que tout le monde devrait avoir un petit peu dans sa bibliothèque. Après, sauf si vous appréciez pas du tout, bien entendu. Mais c'est vraiment une bonne BD, pour le coup, pas très cher, parce que c'est juste une petite intégrale de 3 tomes. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller la chercher en bibliothèque ou ailleurs. Si vous ne le connaissez pas, c'est une super BD de fantasy. Et on arrive dans le fameux top 3. Un top 3 qui était difficile à faire, pas du tout pour la première place. La première place était déjà choisie avant même de commencer le top 10. Mais pour les 2 autres, ça a été un petit peu plus dur. Je les ai ressortis, on va dire surtout une des 2 BD, je l'ai ressortie de mon enfance et j'ai été la relire et j'ai replongé tout de suite dedans. J'ai adoré, donc je l'ai positionné en 2e place. Et la 3e place, ce sera Siegfried, cette œuvre d'Alex Alice, que personnellement j'adore. C'est en 3 tomes de type franco-belge, mais un petit peu plus de pages. On est sur quasiment 80 pages. Et ils ont fait donc à la base des BD très simples, classiques, comme ça. Et ensuite, ils ont proposé des éditions un petit peu de meilleure qualité, un petit peu premium, très jolies, avec une superbe couverture, etc.
Bon, en fait, moi, le premier, je l'avais trouvé en brocante pour à peine 5 balles et je l'avais acheté, j'avais adoré. Et en fait, on m'a offert les 2 autres. J'ai presque envie de racheter le premier en version comme ça, en version jolie, un petit peu plus stylée, un petit peu plus, ouais, mieux travaillée, hein, on peut le dire, hein, mieux travaillée. Et non, c'est une très bonne BD de fantasy. C'est une BD qui est sortie chez Dargo en 2007, donc par Alex Alice. Pour ceux qui connaissent, c'est le dessinateur de notamment le Troisième Testament. Et c'est lui aussi qui fait dernièrement, ça fait quelques années maintenant, le Château des Étoiles. Il a un dessin que j'apprécie énormément et qui s'améliore de jour en jour, on va dire. Et maintenant, il fait beaucoup d'aquarelles, notamment sur le Château des Étoiles. Donc personnellement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est très intéressant. Et puis, il a pas mal d'interviews d'ailleurs de lui sur Internet, si vous aimez. C'est quelqu'un d'assez intéressant à écouter quand il parle de son dessin, de son rapport avec la BD, etc. Pour le coup, Siegfried, donc pour l'histoire, Alex Alice s'est librement, on va dire, inspiré de l'œuvre de Richard Wagner, L'Anneau du Nibelung, qui lui-même s'était inspiré de contes et d'histoires de la mythologie nordique, et plus particulièrement de la chanson du Nibelung. Pour cette histoire, on va être dans une histoire très classique de la fantasy. On va suivre Siegfried, qui va être missionné par Odin, le dieu des dieux, et pour aller tout simplement tuer Fafnir, le dragon qui a volé l'or du Run. On va donc suivre Siegfried sur toute sa quête, du début où il est élevé par Mime, qui est un des derniers Nibelung, justement une race un petit peu particulière de l'histoire, et où il va avoir toute cette quête de découverte de lui-même, de qui il est, de ce qu'il doit faire, de comment il peut le faire et comment il peut s'en sortir. C'est une BD qui est vraiment très particulière et qui a beaucoup de moments très poétiques, je trouve, dans cette BD. Et c'est vraiment super bien fait. C'est très intéressant, c'est très joli. Et la colorisation, moi, et le dessin m'avaient fait complètement chavirer. On est sur un dessin, pour le coup, super fantasy, avec beaucoup de personnages très particuliers, beaucoup d'action et bien sûr d'imagination, d'invention, avec toute cette belle histoire. Pour le coup, Alex Alice, je trouve qu'il dessine particulièrement bien les émotions, avec les différents personnages, que ce soit, et ce qui est sympa, c'est que ce soit des monstres ou des créatures imaginées ou les personnages principaux, il arrive à faire transmettre justement ces différentes émotions, même avec des animaux d'ailleurs, et c'est ça qui est assez intéressant. Il va en plus nous proposer dans cette BD un découpage assez particulier. Il y a beaucoup de pages avec un découpage voilà, très réussi, mais très particulier, avec des grandes pages, des grandes images, vraiment des belles choses. Et puis aussi tout ce côté très action qui va être vraiment toujours très bien rendu, une colorisation impeccable, sincèrement. Et puis voilà, des grandes pages comme ça, complètement au début, qui est un peu perturbante, hein, je dois le dire, qui m'avait un petit peu perdu au tout début, mais qui fonctionne super bien. Et puis voilà, ce genre de grandes pages aussi, super beau, avec un découpage très particulier, très intense. Et ça fonctionne super bien. Moi, j'ai adoré. Et puis avec ces quelques pages où dès qu'on passe entre guillemets dans l'histoire ou dans les souvenirs ou dans le recul, on va voir tout ce fond noir pour montrer un petit peu qu'on est dans ce monde-là, dans le monde des esprits ou dans le monde du souvenir, où on revient en arrière, etc. Enfin, c'est très bien fait. On comprend tout de suite en fait quand on arrive sur ces pages que effectivement il y a quelque chose qui a changé, que c'est pas la même chose, etc. Donc non, super. Le dessin, moi je suis complètement fan du dessin de Alex Alice et surtout du dessin d'Alex Alice sur Siegfried. C'est une BD que j'ai adoré. J'en ai d'ailleurs parlé un petit peu plus longuement dans une chronique il y a de ça quelques temps, donc n'hésitez surtout pas à aller regarder la chronique et puis à me dire ce que vous en pensez. Pour la deuxième position, c'est une BD que j'avais lue dans mon enfance, que j'ai relue il y a pas longtemps parce que j'avais envie de la relire tout simplement, et que j'ai de nouveau énormément apprécié, et notamment le dessin que je trouve merveilleux. Et cette BD, c'est Le Mercenaire de Ségrel. C'est une BD qui est en 12 tomes, des tomes franco-belges pour le coup très classiques, et qui est une BD espagnole. Donc ça, pour le coup, c'est très rare. Et c'est sorti après ensuite en français, mais c'est d'abord sorti en espagnol et ensuite en français. La première édition espagnole est sortie en 1981, donc c'est de là il y a très longtemps, et en français en 1982. Donc ils n'ont pas tardé à faire le transfert, enfin la traduction de la BD, parce que bon, ça a très bien fonctionné, quoi. Et les 13 volumes, d'ailleurs j'ai dit 12 tout à l'heure, mais c'est 13 volumes, ont été créés entre 1982 en français
jusqu'à 2004. C'est une BD qui est assez particulière parce que l'histoire est un peu perturbante, on se perd un petit peu parfois dans l'histoire, c'est pas ça qui m'a accroché le plus, mais chacun des tomes est un petit peu comme une quête, une histoire, un sauvetage, parce qu'on peut dire que la plupart du temps c'est une mission de sauvetage que fait ce mercenaire, mais bien sûr ça se cache dans un ensemble d'histoires qui va être complète justement au bout de ces 13 tomes et qui est plutôt intelligente et plutôt bien pensée. Alors qu'est-ce qui fait de cette BD une BD si exceptionnelle pour arriver dans le top 2? C'est effectivement pas l'histoire, même si l'histoire est très bonne, mais pour moi, c'est pas l'histoire qui rend cette BD incroyable, c'est son univers, cet univers complètement de fantasy incroyable, qui se passe dans un monde où un petit peu à la steampunk, il y aurait des sortes de machines avec des villes complètement qui volent dans le ciel, avec des sortes de grosses montgolfières, il y a des dragons sur lesquels peuvent voler notamment le mercenaire et d'autres troupes ennemies. Et il y a tout un monde de créé autour de ça, autour d'une sorte de pays dans les nuages, donc où volent tous les dragons, et où à un moment il va traverser les nuages pour essayer d'aller retrouver le monde en dessous. C'est fantastique comme histoire, c'est incroyable, et on voyage énormément. Moi ça me fait rêver cette histoire. Et le gros plus, parce qu'en plus d'avoir une bonne histoire et un bel endroit où créer l'histoire, c'est le dessin qui est vraiment d'une beauté sans nom. C'est un dessin qui est très particulier parce que c'est un dessin qui est en couleur directe, donc c'est comme une aquarelle directement. Il appose toutes les couleurs dans son dessin directement. Et en plus de ce dessin en couleur directe, il a un dessin qui est ce qu'on appelle hyper réaliste, donc très proche de la réalité. Le visage est magnifique avec toutes les couleurs, toutes les variations de rose, avec les différents plis, tout est très bien fait, très proche de la réalité. Et en plus, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Segrel, c'était avant tout un dessinateur industriel à la base. Donc, quand il va créer ces machines, notamment ces grandes villes montgolfières, avec les fournaises pour faire fonctionner la chaleur et faire voler les ballons, etc., il y a plein de petits détails, et ça je ne savais pas avant de faire mes recherches, qu'il était dessinateur industriel, mais en fait ça fait beaucoup de sens, parce qu'il y a beaucoup de trucs un petit peu mécaniques et fonctionnels, même ne serait-ce qu'une grosse arbalète qui va poser sur la selle de son dragon, etc. C'est bien dessiné, c'est bien fait, il y a tous les rouages, il y a tous les machins, c'est top quoi, c'est magnifique. Et puis ce dessin en couleur directe, moi personnellement je trouve ça incroyablement beau quoi. Je sais qu'il en est sorti maintenant 3 intégrales, je pense que je vais me les acheter parce que j'avais les premiers tomes et puis les autres je les avais lus à la bibliothèque à l'époque et j'avais jamais eu l'histoire dans l'ensemble, et il me semble que dans les intégrales ils ont ajouté quelques dessins un petit peu uniques, etc. Donc je pense que je vais m'acheter cette intégrale. Après bon, c'est les intégrales donc ça coûte quand même assez cher pour une BD que j'ai déjà lue, c'était toujours un peu dur, et qu'en plus j'ai déjà 8 tomes je crois. Mais pour le coup c'est tellement un coup de cœur ces dessins que je ne peux que essayer de trouver la meilleure production possible, on va dire. Je sais pas si c'est une BD par contre très connue, peut-être que j'en ferai une chronique complète dessus, je pense que ça vaut le coup, mais je sais pas si c'est très connu, j'ai un peu l'impression que c'est passé inaperçu à l'époque, et puis qu'avec l'intégrale, les gens ont commencé à reconnaître cette BD, mais je sais pas trop ce qu'il en est en réalité, donc n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si vous connaissiez cette BD ou pas. Moi personnellement c'est un gros coup de cœur, les batailles de dragons dans le ciel, l'intelligence, les stratagèmes qu'il va créer autour de ça, c'est les monstres qui viennent l'attaquer, etc. Et puis toujours ces très jolies jeunes femmes qu'il va sauver, et comme je disais c'est des missions de sauvetage, mais c'est souvent pour des femmes un peu dénudées souvent, et très jolies, très bien dessinées. Comme on est dans l'hyper-réalisme, on est sur quelque chose d'un petit peu sensuel, un petit peu sexuel quand même, il faut le savoir, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas c'est sûr que ça fait rêver quoi. Les personnages sont très intelligents, le méchant Klaus est vraiment aussi puissant et malin, et mal intentionné bien entendu, mais il est bon quoi, c'est un bon méchant qu'on aime détester. Donc non, super, le mercenaire, moi j'ai adoré, c'était un gros coup de cœur, et quand j'y ai repensé, je me suis dit il faut tout de suite que je le mette minimum dans le top 3 parce que c'est une BD qui m'avait marqué. Et donc voilà, on arrive finalement à mon top 1, qui pour le coup, j'avais pas du tout eu de questionnement sur qu'est-ce que ce serait mon top 1, parce que mon top 1 c'est tout simplement Thorgal. Alors voilà, je sais, il y en a certains qui le placent en tant que fantastique, et j'étais un des premiers à le placer en tant que fantastique, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur Terre, on est quand même dans de la mythologie nordique,
on est sur quelque chose qui existe dans notre monde, même si maintenant avec tout le côté fantastique, ça n'existe pas, mais on est sur des bases quand même de chez nous. Mais en fait, je trouve qu'il va, surtout dans les derniers tomes et dans certains tomes aussi, il va vraiment beaucoup plus loin que juste la Terre. On va être donc dans la base Midgard, la Terre, mais on va aussi aller dans le monde des dieux, on va aller dans certains autres endroits. Quand on va aller au pays de Ka, bien sûr, on est surtout plutôt l'Amérique précolombienne, etc. Mais avec des choses quand même très différentes de ce qu'on sait. Donc je sais jamais comment le placer. Ça peut être de la fantasy, ça peut être du fantastique. Aujourd'hui, c'est de la fantasy, mais plus parce que je le placerai en héroïque fantasy ou fantastique. Et parce que c'est Thorgal au centre de cette histoire. Et donc comme aujourd'hui j'ai mélangé l'heroic fantasy avec la fantasy, le voilà, top 1 de fantasy. Vous pourrez m'insulter si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas très grave. Non, voilà, je le place là aujourd'hui. Dans tous les cas, que ce soit du fantastique ou du fantasy, ça restera mon top 1, ma BD préférée. Beaucoup à cause de ma jeunesse où j'ai beaucoup lu de Thorgal et j'ai beaucoup rêvé via Thorgal. Mais dans tous les cas, c'est une BD qui est fantastique. Ou plutôt qui est fantaisique. Bref, c'est donc une BD très franco-belge classique, créée par Jean Van Damme et au dessin Rosinski, donc la même chose que le Schnigel tout à l'heure. Et actuellement, il y a 41 tomes, c'est énorme, de Thorgal. Ils auraient dû s'arrêter il y a bien longtemps, je le dis et je n'ai pas peur de le dire. C'est une BD qui a débuté en 1977, donc c'est vraiment une ancienne BD, et qui était distribuée et qui est toujours distribuée aux éditions Le Lombard. Il y a eu beaucoup de changements dans la BD, que ce soit au niveau du scénario, parce qu'à la fin, quand Jean Van Damme c'était fini, il a arrêté au tome 29. Puis il y a eu la reprise par différentes personnes. D'abord Yves Sainte, puis Xavier d'Horizon pour un tome, et actuellement c'est Yann qui a repris. Personnellement, je trouve qu'ils auraient dû s'arrêter ou créer d'autres histoires plutôt que de continuer l'histoire principale vers le tome 20, 22, 25, donc vers la fin de Jean Van Damme, parce que ça devient de moins en moins bon, je trouve. Et que si on veut garder les meilleurs tomes, il faut vraiment aller jusqu'au tome 18, 20, là, 20, 22, 23, il reste encore plutôt bon. Mais les premiers tomes, les 12, 15 premiers tomes sont exceptionnels. Après, on reste sur des bons tomes, et après, on devient de moins en moins bon. Et pour tout vous dire, moi, j'ai carrément abandonné la lecture vers le tome 30, 35. Où je trouvais ça de moins en moins bien, je me perdais, je trouvais plus ce personnage que j'avais tant aimé de Thorgal, cette humanité qu'il avait, cette spécificité qu'il avait. C'est Thorgal, c'est quelqu'un à part quoi. Et je ne le retrouvais plus, donc j'ai arrêté de le lire. Derrière, ils ont créé aussi des histoires parallèles avec la jeunesse de Thorgal, Chris de Valnor, Louve. Enfin voilà, il y a plein d'histoires. Elles sont plutôt bonnes, en réalité, elles sont plutôt bonnes, mais ça reste pas du tout au niveau des premiers Thorgal, mais ça reste des histoires plutôt bonnes. Et dernièrement, il y a les Thorgal Saga qui sortent, et qui sont pour le coup encore à part, les deux qui viennent de sortir là, enfin lui il est sorti un petit peu plus longtemps, qui sont des histoires créées par des fans de Thorgal, bon des gens très connus, hein, puisqu'on est sur Robin Reich sur la première, et sur Corentin Rouge et Fred Duval sur la deuxième. Donc c'est des gens qui sont très connus. Mais qui vont venir créer une histoire à part, que eux auraient aimé imaginer pour Thorgal, et qui sont plutôt bonnes. Moi, je trouve qu'elles valent pas non plus toutes les louanges qu'elles reçoivent. C'est bien, c'est bon, ça nous rappelle les premiers tomes de Thorgal et les premières histoires, mais c'est peut-être pas aussi bon que ce qu'on pense. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur ça, tout simplement, dans les prochaines semaines, sur les deux Thorgal Saga, parce que j'ai trouvé ça bon, mais je trouve quand même qu'il y a quelques trucs à redire. Bref, revenons à nos moutons. Thorgal, c'est quoi? Donc Thorgal, c'est l'histoire de Thorgal, l'enfant des étoiles, qui a été recueilli par un peuple nordique et qui a été élevé selon les traditions nordiques. Il va faire vraiment plein d'aventures autour de ça. Il va découvrir un petit peu son monde, découvrir qui il est, d'où il vient, quel est son but dans la vie. Il va rencontrer Aricia, qui va être sa femme. Ils vont avoir des enfants. On va le voir en fait évoluer, grandir durant les différents tomes. On débute donc avec Thorgal jeune qui est très fougueux, qui est vraiment la jeunesse nordique, qui est presque un esclave parfois avec son peuple parce qu'il a juste été récupéré. Ensuite il va se marier avec Aricia, ça va aller mieux, il va avoir un enfant, ils vont voyager. Enfin c'est toute l'histoire de Thorgal, c'est génialissime. Il y a beaucoup de belles inventions, il y a beaucoup de très bons tomes. On parle souvent du cycle de K et de notamment la BD Les Archers, qui est pour le coup ma préférée, et la préférée de beaucoup, qui est
très 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 bonne. Bon, c'est aussi parce que j'ai fait du tir à l'arc pendant très longtemps, donc cette BD-là me faisait rêver. Mais il y a énormément de très bons tomes, et notamment dans les premiers, là, avec La Galère Noire, qui est très bonne. Enfin, il y en a plein où les histoires sont super intéressantes, super intelligentes, et qui, personnellement, moi, me ramènent beaucoup de souvenirs. C'est donc, comme vous le voyez, une BD coup de cœur, mais je pense sincèrement que c'est pas juste le cœur et le fait que je l'ai lu il y a longtemps qui me plaît, c'est surtout qu'elle est géniale, quoi. C'est très très bon. Par contre, les derniers sont moins bons, je suis le premier à le dire, et n'hésitez pas à surtout lire les premiers tomes, les 18-20 premiers tomes, ils sont superbes, ils sont super beaux, et les dessins de Rosinski sont incroyables, c'est magnifique, les couleurs, les personnages, les visages, les actions, c'est fluide, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est vraiment super sympa, et surtout c'est ce côté fluidité dans son dessin, les scènes d'action, les scènes tout simplement de vie, sont très 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 belles, et puis le monde de Torgal est magnifique, c'est dessiné d'une manière très très bien. Je me souviens, quand j'étais gamin, je faisais des rêves et des cauchemars de Torgal. La BD avec Ali Noé, pour ceux qui connaissent, c'est une sorte de petite fille avec des cheveux verts qui va leur faire vivre un cauchemar. Eh bien, je faisais des cauchemars de cette petite fille dans mes rêves, dans mes nuits, tout simplement. J'ai été choqué par cette BD. Je m'imaginais en Torgal dans La Galère Noire combattant le léopard, la panthère, là. Vraiment, ça m'a fait rêver cette BD. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et c'est aussi pour ça, je pense, d'autant plus que je suis déçu par les derniers tomes et par la suite. Parce que c'était tellement bon que c'est dommage qu'ils aient juste continué pour gagner de l'argent, entre guillemets, sur le succès, plutôt que de se dire, bon, bah, on est moins bien, c'est moins bon, plutôt que de le refiler à des scénaristes, et maintenant même à des nouveaux dessinateurs. Il fallait l'arrêter avant, c'est dommage. Ils auraient très bien pu l'arrêter avant, et puis faire même, par exemple, les Torgal Saga, plus tôt, avec les gens qui étaient fans de Torgal, et qui auraient créé des histoires en plus, plutôt que de mettre des nouveaux dessinateurs, des nouveaux scénaristes et créer la suite de Torgal qui n'est même plus vraiment la suite, qui part un peu trop loin, je trouve. Enfin, non, j'ai été un peu déçu par ça, mais dans tous les cas, les premiers tomes sont magnifiques, tout. Bah, vous voyez, de toute façon, je suis juste très très fan de cette BD et très très fan de ce qu'ils ont créé autour de ça. Donc voilà, c'était mon top 10. À vous de me dire votre top 10 et si vous êtes d'accord avec les BD que j'ai mis dans ce top 10 ou pas du tout. C'était BD & Co. Je vais me prendre certainement une petite semaine off pour le week-end prochain. On verra si j'ai le temps de filmer quoi que ce soit. Donc je vous dis soit à dans 2 semaines ou soit à la semaine prochaine. C'était BD & Co. Bye!